À chaque fois que quelqu'un se positionne en tant que victime ou est positionné en tant que victime dans son parcours d'addiction, ça inscrit dans l'inconscient collectif, pour nous, pour les générations à venir, qu'il n'y a qu'une manière de se sortir de l'addiction, et c'est par ce chemin de victime, de martyr, de repentance. Non, c'est faux. À quelle heure est-ce que travailler par la peur, la contrainte, la honte et la culpabilité, ça peut être mieux que travailler par l'amour, la bienveillance, la joie et l'extase ? Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et si justement, il ne fallait pas de recette miracle ? Elle n'apporte pas de réponse, elle reformule les questions. Elle détruit les images, celles qu'on projette sur les addicts, celles qu'on impose à la guérison et celles surtout qu'elle a brûlées pour se reconstruire. Mon invitée ne soigne pas, elle éclaire. Elle n'efface pas les symptômes, elle les replace au centre du récit. Elle ne prétend pas guérir, elle interroge, déplace, écoute l'ombre. Elle ne croit pas à la rédemption, elle parle d'acceptation, de cheminement, d'exploration, d'équilibre. Fumeuse de crack hier, chercheuse en addiction aujourd'hui, elle a traversé la chute comme d'autres les diplômes, intensément. 5 langues, 3 continents, 1000 vies, de la gare du Nord à la scène des TEDx. Son corps a connu la déchéance, son esprit en a fait un laboratoire. Elle a été traductrice, CEO, sans-abri, coach, fondatrice de Mayadi, une plateforme d'accompagnement de sevrage. Elle a présenté en prime time dans Qui veut être mon associé, l'a défendu, l'a fait financer et elle est partie. Peut-être parce qu'il manquait l'essentiel, le sens, la liberté, sa liberté. Alors elle écrit « Ma liberté si je veux », justement, un livre manifeste, un refus des dogmes, car son approche n'est ni méthode miracle, ni abstinence imposée. C'est une philosophie iconoclaste du réel. Je me couche crack, je me lève crack, je pense crack, je vis crack. Oui, elle connaît ce vortex. Mais pour elle, l'addiction n'est pas l'ennemi. C'est un langage, une intensité mal dirigée, une tentative souvent désespérée de trouver sa place dans un monde absurde. Dans son TEDx qui m'a littéralement secouée, une question résonne encore. Sommes-nous tous addicts à une substance, à un comportement ou un ensemble de sensations qui nous permettent d'explorer d'autres facettes de notre personnalité? Ashley Taïeb nous oblige à regarder à l'intérieur, là où on fuyait à l'extérieur. Elle bouscule les soignants, les institutions, les patients eux-mêmes. Elle ne promet rien, mais crée des conditions de mouvement vers soi, vers impossible. Aujourd'hui, je suis fière de recevoir cette chercheuse d'humanité pour parler des addictions, certes, mais surtout de ce qu'elles révèlent de nous. Bienvenue Ashley Taïeb et merci d'avoir tenu et surtout d'en avoir fait une boussole pour nous éclairer aujourd'hui. Merci. Quelle introduction! Il y a tout un tas de choses qui me viennent à l'esprit, notamment la première, c'est: est-ce que je peux en faire mon épitaphe? J'aurais bien aimé que ma mère puisse dire des choses pareilles sur moi. Mon mec, c'est incroyable, personne ne m'a jamais décrit avec autant de justesse. Je suis très touchée. Merci en tout cas pour cette introduction et je suis très très contente d'être là. On a été patiente. Ouais, je crois qu'on était voués à se rencontrer, mais je crois que tout est une question de temporalité. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a pas mal évolué, toi et moi, depuis le jour où on s'est dit: «Tiens, il faut qu'on se rencontre». Oui, oui, et je me suis fait la réflexion aussi, au fur et à mesure où, à chaque fois qu'on ratait, on va dire, des dates et des opportunités, je me disais: «C'est pas grave, ça se densifie», et vu que, voilà, je savais qu'avec toi l'échange allait être, dense et foisonnant comme j'aime, je me suis dit: «Dans tous les cas, tu auras juste plus de matière et plus de densité pour, enfin avoir ce merveilleux échange». Bah, moi, je suis, sur les réseaux un petit peu, tout ce que tu fais, toutes tes interventions et je m'étonne encore de m'étonner. C'est-à-dire à chaque fois, je me dis et pourtant, non seulement toi, tu m'étonnes parce que c'est nouveau à chaque fois, mais moi aussi, j'apprends, j'interviewe des gens, je suis aussi une chercheuse en Oui. addiction et pour ma propre personne, parce que j'ai tout essayé pour arrêter, pour modérer, pour, voilà et à chaque fois, je suis étonnée en me disant: «Merde, mais oui, en fait, c'est ça!» comme s'il y avait toujours une nouvelle vérité. Du coup, je suis addict à cette recherche-là et ma définition de l'addiction évolue tout le temps. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une définition de l'addiction qui n'est pas la même que celle d'il y a quelques années? C'est une excellente question. Je suis incapable, d'avoir une définition, ne serait-ce qu'en une phrase, et de dire que j'ai eu une définition et qu'elle a évolué dans le temps. Parce que c'est vraiment l'inverse de ma démarche, dans le sens où moi en toute humilité, plus j'apprends et plus le modèle, on va dire, théorique que je crée,
de ce sujet-là devient complexe, devient protéiforme, devient aussi mouvant, organique. Il y a tellement de facteurs. On peut pas, on peut définir la physique quantique, mais on passe très, très, très loin de la complexité du truc. Donc, je pense que j'ai envie de ne pas répondre à ta question et justement d'encourager les gens à se demander si peut-être qu'on gagnerait en fait à ne pas vouloir définir l'addiction, à ne pas s'attacher autant à ce mot-là comme étant un mot qui encapsulerait toute la vérité et tout le sens d'un sujet aussi complexe. On parle d'être humain, on parle d'un truc culturel, politique, social, chimique, organique, enfin philosophique. C'est dément le truc. Donc non, arrêtons d'essayer de définir l'addiction et peut-être recommençons à la découvrir. On me l'a jamais fait le coup de ne pas définir et je trouve ça brillant. Ce qui me fait penser que en fait, moi, on me piège tout le temps quand on m'interviewe. On me dit, puisque tu demandes toujours et je n'ai jamais la réponse. Donc, je me dis, tiens, et j'ai honte. Ah ouais. Et en fait, je dis toujours la même chose. Je dis, pour moi, c'est aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur et que ce quelque chose ne nous remplit pas, au contraire, nous laisse de plus en plus vide. Voilà. Donc, j'ai un peu cette truc mouvant, mais je trouve en effet, contrairement à toi, moi, plus j'apprends, plus j'ai l'impression de ne rien savoir. Mais surtout que ça touche toutes les parties de notre être et de la vie. Oui, oui. Et alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que moi aussi, on essaye souvent de limiter le propos, ce qui est compréhensible, parce que, bon, à un moment donné, quand tu as des formats, tu as 4 minutes d'interview, bon, tu vas pas expliquer pourquoi. C'est pour ça que j'aime autant les formats podcast. Mais ta définition, elle est juste. Mais Sauf c'est pas que ça. à un moment donné de ton parcours, de ta valse avec l'addiction, potentiellement, ça t'a pas seulement rendu vide. En fait, pour moi, on limite trop dans le temps quelque chose qui est vraiment continu. Et c'est en ça que ça pêche, en fait. Parce que on a tous un parcours avec l'addiction et cette définition, elle change par rapport à qui nous, on est à ce moment-là. Et c'est impossible qu'elle reste la même, en fait. Donc, ta définition est juste. Et comme je suis sûre que t'en aurais 300 autres par rapport au moment où t'étais, à qui t'étais dans tes périodes de vie. Donc, Complètement. Alors, tu as vécu 1000 vies, comme j'ai dit, avant d'en parler. Tu as été traductrice, chef d'entreprise, sans-abri, fumeuse de crack, tout ça, on l'a dit. Qu'est-ce qui t'a amené à la rue? Moi, j'ai lu ce livre 2 fois, puisque je l'ai lu quand j'ai cru que je t'invitais il y a 2 ans, et là. Et donc, avant d'arriver dans la rue, il s'en est passé des choses, déjà, même en termes de compulsion. Avant le crack, il y avait la nourriture. Si tu peux juste nous faire un petit... Est-ce que tu vas me dire... Non, je ne peux pas. La meuf, chaque question... Désolée, non, ça serait m'encadrer dans quel... Non, 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 pas du tout. Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis évertuée à partager, quitte à un peu semer la confusion, notamment encore une fois dans les interviews, dans les podcasts, etc. Parce que du coup, c'était primordial pour moi que les gens comprennent, surtout au début de mon processus de recherche et de travail sur ma méthode, que je parle de crack, mais l'endroit qui m'a fait vouloir travailler sur le crack et sur d'autres types d'addictions, c'est que je me suis rendu compte que je souffrais plus de troubles du comportement alimentaire que moi je considère dans le spectre des addictions comme une addiction comportementale, une addiction à l'acte de manger, une addiction à l'acte de ne pas manger, c'est aussi une addiction comportementale pour moi. Et je voulais absolument que ces personnes comprennent qu'en fait, pour moi, on peut remplacer le mot crack par poulet rôti, par pornographie, par achat compulsif sur Vinted, whatever. C'est tout pareil. Et c'était quelque chose que voilà, j'essayais absolument de partager et qui embêtait un petit peu parce qu'on me disait non mais tu peux pas comparer l'addiction au sport ou l'addiction au travail, au crack. C'est pareil. Le méca qui se passe à l'intérieur de ta tête et la souffrance est vraiment la même. Et l'endroit qui pour moi différencie, c'est vraiment le degré de souffrance interne dans lequel tu es. Et celui-là, il n'est pas proportionnel à la dangerosité du produit que tu prends. Il y a des personnes qui adorent telle ou telle drogue, il y a des personnes qui ont l'alcool bon, entre guillemets, il y en a d'autres qui l'ont mauvais, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec la nourriture. Pour moi, et ça a été un des premiers points de bascule de la méthodologie, c'était de se dire, mais en fait, déjà, est-ce qu'on peut arrêter de définir l'addiction par rapport à la substance et plutôt par rapport au degré de souffrance? Est-ce que tu souffres? Parce que moi, alors par contre, c'est la question qu'on me demande tout le temps. Et donc, comment on sait si on est addict? Putain de bordel de merde. Je pense qu'on peut être addict, souffrir avec le poulet rôti. Donc. Si j'en mange 20 par jour, oui. Si t'en manges 20 par jour, mais surtout, si t'es coincé dans un mariage avec l'homme de ta vie, quelqu'un que t'adores profondément, qui a décidé de devenir vegan, qui se fout de ta gueule parce qu'en fait, toi, ton kiff, c'est du poulet rôti et que tu te caches. Non, mais c'est des vraies histoires. True story. Bon, c'était pas du poulet rôti, c'était du saucisson, la nana. Et que ça devient en fait un truc honteux et que du coup, tu te caches en fait entre midi et deux pour aller manger un poulet rôti à Barbès. Ouais, tu souffres peut-être plus que la personne qui peut prendre de la
cocaïne tous les week-ends parce que c'est ancré dans son game, en fait. Donc, moi, j'invite vraiment à tout remettre en question, en fait. Il faut vraiment être curieux. Pour répondre à ta première question, qu'est-ce qui s'est passé avant que j'arrive dans la rue? J'étais au Brésil, donc j'ai habité à l'étranger pendant assez longtemps. Et c'était un peu mon premier émoi entrepreneurial. J'ai une idée. Je travaillais dans un festival de musique à l'époque. Je faisais des toiles derrière les performances de musique en live. Et je vois une nana avec une valise de Sarwell qu'elle vend hyper cher. Et en fait, ça a fait clic dans ma tête. Je me suis dit, attends, la nana, elle a vendu sa valise en une journée. Moi, je connais des gens à Bangkok, je connais des gens au festival. C'est bon, on va ouvrir un shop, en fait. Mais j'avais 20 piges, quoi. 20 piges. Et c'était aussi la première fois que je prenais de la MDMA, que je prenais en tout cas des produits comme ça. Je sais pas ce qu'on peut dire, ce qui sera censuré ou pas, mais j'y vais. Non, aucune. Et donc, je rencontre une nana, une Française, à qui je partage cette excitation, etc. Elle me dit, mais super, on y va, retrouve-moi en France et tout. Donc, moi, je délocalise toute ma vie, sachant que, à ce moment-là, donc moi, j'avais fait le choix d'abandonner l'argent. Donc, c'est encore un petit parcours initiatique auto-imposé où, quand j'étais au Brésil, j'arrivais pas à profiter, en fait, de ma vie. J'avais pas mal de sous de côté et je me suis dit, mais en fait, il y a un problème, quoi. T'as de l'argent, t'es à Rio, t'as tout pour toi et t'es en train d'angoisser parce que peut-être t'as peur de plus avoir d'argent. Alors, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Et je trouve un livre qui s'appelle L'homme qui a décidé d'abandonner l'argent, qui explique en gros l'histoire de ce mec-là. Bref, donc je fais pareil. Tout ça pour dire que moi, j'étais là-bas avec rien. Non, je veux pas du bref, là. Pardon. C'est-à-dire, c'est quoi être En fait, abandonner l'argent? je finis ce bouquin et je laisse toutes mes affaires à l'hôtel où j'étais à Rio, à ma pote qui était réceptionniste. Donc, je laisse ma carte de crédit, mon iPod, mon passeport, tout. Je prends un tout petit sac à dos, donc même pas du matériel de rando, rien du tout, un Pareo, un Eastpak. Et le mec, il disait que tu prends un paquet de spaghettis, comme ça, si vraiment t'es dans la merde, tu proposes de faire la vaisselle dans un resto pour qu'ils te cuisent tes spaghettis. Et moi, j'ai lu le bouquin en une nuit. Je me suis dit, ok, c'est bon, genre, the message is here, quoi. Et je suis partie. Je suis partie faire du stop pour aller je ne sais pas où. Et j'ai fait de Rio à Salvador da Bahia en stop toute seule, avec des camionneurs. Enfin, il m'est arrivé des trucs incroyables, quoi. Et donc, c'est en arrivant là-bas, on m'amène. Donc, un des camionneurs, il me dit, non, mais toi, il faudrait que tu ailles là-bas. Il y a un truc pour les hippies comme toi. Et je pensais vraiment qu'il se moquait de moi. En vrai, je pensais qu'il voulait juste me bazarder, quoi. Donc, j'étais hyper de mauvaise humeur, en train d'attendre sur mon caillou. On m'a dit, oui, c'est ça, vas-y, va suivre la colline avec la montagne. Ça me prend moi pour une conne, quoi. Et au bout d'un moment, bah, vu que c'était un peu comme le Bagdad Café, quoi, la route déserte, je me suis dit, bon, bah, on va aller voir ce qu'il y a, quoi. Et je suis effectivement tombée sur un village, un vrai village des hippies, qui s'appelle Aldea Hippie. Donc, quand on dit des hippies, c'est des autochtones de là-bas qui vivent en fait sur un estuaire, dans des cabanes, qui vivent d'artisanat, etc. Et donc, j'ai passé peut-être 7 mois là-bas. Wow. Et à partir du moment où j'ai été sédentaire, donc il a fallu que je retrouve des moyens de faire de l'argent. Donc il y a une des personnes là-bas qui m'a acheté mes 4 premières couleurs primaires avec une toile pour que je fasse une première toile que j'ai remboursée. J'ai appris à travailler le cuir, j'ai appris à travailler tout un tas de trucs. Et donc c'est comme ça que j'étais sur ce festival-là, donc dans ces conditions-là, quoi. Donc quand j'ai décidé que je voulais suivre cette nana à Paris, il fallait quand même que je remonte récupérer ma vie à Rio. Enfin, c'était pas la même quand t'as une deadline, quoi, quand t'as une temporalité. Donc bon, j'ai fait tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée en France, bon, c'était pas ce que je croyais. On va dire que cette personne-là, elle était un petit peu en déni, peut-être. Et elle vivait en fait dans un paradis fictif de tous ces festivals. Enfin, il y avait des photos partout chez elle de festivals, des impressions A4 en couleur. C'était un peu creepy, quoi. C'était une chouette nana, mais du coup, j'avais dépensé beaucoup d'argent parce que moi, bien sûr, j'étais vraiment là pour faire ce projet-là. Et je me suis retrouvée à Paris, sempiternellement chez mes grands-parents qui sont toujours là pour m'accueillir entre deux frasques. Merci, Mounette. Et je me suis surtout retrouvée en grosse dépression, quoi. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vie, en fait? J'ai fait tout ça pour me retrouver là, j'étais secrétaire dans une boîte de sécurité, c'était l'horreur. J'ai ce souvenir tellement poignant d'un jour où j'avais mon pauvre ticket resto et j'allais au pauvre traiteur chinois et avec mes énormes plateformes de 40 centimètres comme d'habitude, qui étaient complètement, déjà, inappropriées, on va dire, pour aller bosser dans un bureau, quoi. Et c'était vraiment dur. Et je m'arrêtais au Starbucks de la gare Saint-Lazare, avant d'aller prendre le RER, parce que du coup, j'étais chez mes grands-parents qui habitent au Raincy. Et en fait, je voyais tout le temps les mêmes têtes qui passaient.
Et en fait, qui passaient demander de l'argent, qui passaient demander des clopes, et cetera. Et c'était les seules personnes avec qui j'arrivais à créer du lien, à connecter, quoi. De fil en aiguille, il y a une personne avec qui je me suis liée d'amitié, qui était un peu comme Jack Sparrow, mais en vachement plus abîmé, quoi. Jack Sparrow de la street. Et on a commencé à se balader dans Paris. D'abord l'après-midi, après la nuit, des nuits entières à aller, en fait, dans des, je sais pas, des trucs incroyables, des espèces de souterrains. Enfin, en fait, Paris, il y a la même superficie en sous-terre, quoi. C'est un truc de dingue. Et alors là, moi, il y a mon côté... je sens une aventure. Une expérience, elle se propose. Exactement. Est-ce que c'est le choix raisonnable? Non. Est-ce que c'est celui-là qu'on va prendre? Oui. Et d'un coup, j'ai fait la connexion avec un bouquin que j'avais lu, peut-être de Paul Auster, je me souviens plus, mais qui parlait qui était une fiction sur le peuple du métro new-yorkais, qui avait leur propre langue et tout, qui est un bouquin qui m'avait fascinée. Et je me suis dit, mais voilà, je vais infiltrer le milieu. De toute façon, mon taf, il sert à rien, je vais pas rester là à faire semblant, etc. Je vais prendre des notes, je vais écrire un bouquin et je vais en faire une série pour Canal+. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de tout lâcher, le truc, les clics. J'ai pris encore une fois mon fameux Eastpak avec mon pareo avec Krishna dessus. Et yalla, quoi. Et je suis partie dehors. Dans la rue. Dans la rue. Avec une carte bleue? Ah non, non. Alors, j'avais encore de l'argent sur mon compte australien. Et c'était les derniers quelques milliers de dollars que j'avais décidé à l'époque que je n'utiliserais pour rien de pas rock'n'roll. C'était une promesse que je m'étais faite à moi-même. Et que ce soit au Brésil, que ce soit dans tous ces périples-là et tout ça, le truc, j'ai jamais touché. Et même en étant dehors à Paris, j'ai jamais touché à ce truc-là. T'as pas trouvé un truc assez rock'n'roll à faire, tu veux dire? Alors, si. Encore une histoire. Donc, je commence à vivre un petit peu dehors, etc. Et je rencontre la personne avec qui j'ai eu un enfant, donc avec qui je suis séparée aujourd'hui, mais avec qui j'ai eu une relation de 4 ans. Dans la rue? Dans la rue. Vous avez Lui, fait il un était enfant dans la déjà rue? dehors. On a fait un enfant dans la rue. J'ai sorti de la rue pour accoucher, mais ouais, on s'est rencontrés dehors. On a passé en tout et pour tout à peu près 4 ans ensemble. On dort où, en fait? On dort sous les Galeries Lafayette, à Saint-Lazare, Madeleine. Tout ce quartier-là est plutôt sympa. On dort... non, c'est vrai. Il y en a des mieux que d'autres. On dort sur le bord du périphérique, à Levallois, puisque c'est à côté du centre, qu'il y a la station Louise Michel et que les gens sont sympas. On dort, quand il fait pas trop moche, sur des corniches, dans des entrées d'immeubles, beaucoup de parking. Beaucoup de parking souterrain. On a froid? On a faim? On a froid. Alors, aujourd'hui, la personne que je suis qui porte des chaussettes de ski quand il fait 25 degrés, j'ai envie de dire oui, on meurt de froid. Le corps a quelque chose d'absolument miraculeux qui s'appelle l'adaptation, qui est assez incroyable. C'est-à-dire que non, j'ai passé des hivers avec un jean, une veste en cuir et un pull capuche, quoi, avec une bonne paire de bottes et voilà. Si je peux vraiment synthétiser ce qui, moi, en tout cas, m'a attrapée dans la rue, c'est enfin de vraiment pouvoir... tu fais ce que tu veux et tous les jours, tu recommences et tu dois chercher à manger, tu sais pas où tu vas dormir. Il y a une sorte de fraîcheur, tu peux juste t'asseoir et regarder les gens passer pendant 6 heures si tu as envie. Et ça, c'est cool. Et de pas travailler aussi, quelque part. Alors non, parce que moi, je faisais beaucoup la Manche. J'étais une stakanovice de la Manche, qui était pour moi mon... Effectivement, la l'oisiveté ne m'a jamais vraiment fait du bien. Et non, c'est vrai que j'ai transformé la Manche en art. J'ai vraiment passé des heures à observer tous les métros, à étudier les flux, à voir qui sortait à quelle heure, quel wagon avait la meilleure résonance sonore, où est-ce qu'il fallait que je me mette. Tu avais récolté, toi, hein? Oui. Oui. Et ça fait partie des choses que j'ai vraiment à Tu peux cœur vendre de... n'importe quoi, n'importe qui. Oui. Et faire acheter n'importe... Ouais. On me l'a aussi beaucoup dit. Bah, alors, pour faire un parallèle là-dessus, quand j'ai commencé à présenter ma start-up et que je suis arrivée dans des incubateurs, etc., et tout le monde me disait, mais attends, mais d'où tu viens? Où est-ce que tu as appris à pitcher? Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah en fait, tu as passé 4 ans à parler devant 50 personnes à la fois pour leur demander de l'argent sur rien. T'as fait la plus grande des écoles de pitch, c'est normal que tu te sentes à l'aise, quoi. Et ça m'avait... c'est vrai, et puis t'as étudié le genre humain, en fait. On va passer aux choses sérieuses. Dans ces 4 ans, c'est là où tu découvres le crack, ou est-ce qu'il y a d'autres choses avant? Et puis la nourriture, puisque justement, il y avait cette pulsion addictive avant.
Comment tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais de ça dans le métro, dans la rue? Avant, il y avait, une vraie volonté d'aller vers l'idéal, que la société, passait, qui était, voilà, d'être, hyper efficace au boulot, d'être, hyper svelte, d'être, bref, tout un tas de choses, quoi, d'être la femme parfaite. Et c'est vrai que j'ai passé des années à alterner entre, addiction au sport. Donc quand je dis addiction au sport, aujourd'hui, voilà, on sait que c'est vraiment quelque chose. J'allais courir tous les jours 10 kilomètres, qu'il neige, qu'il pleuve, avec des micro-fissures au tibia. Enfin, je me suis vraiment fait très, très mal au corps. J'ai fait des 4-5 heures de Bikram yoga au point de m'en faire péter des vaisseaux sanguins. Enfin, c'était, voilà, ça venait pas du bon endroit. Contrôle excessif de la nourriture, donc bien sûr des gros passages entre boulimie, anorexie, orthorexie, tous les, XI confondus. Le travail aussi, et c'était vraiment, voilà, une manière d'être. La seule chose qui pouvait un peu me faire dévier de ça, c'était l'adrénaline d'un nouveau recommencement. Donc c'est pour ça aussi que je changeais de pays tous les 2 ans, parce que ça me sortait, en fait, de ces automatismes-là. Et en fait, on en parle aujourd'hui un petit peu, l'attrait un des attraits principaux de la cocaïne, ou en tout cas de ces molécules-là, c'est qu'elles coupent la faim. Il y a énormément de personnes qui sont pas addictes, mais qui ont un gramme pour, pas prendre de dessert, quoi. Ou qui vont en prendre parce que ça leur permet de pas manger jusqu'à 18 heures. C'est une réalité. Et moi, le moment où je tombe amoureuse du crack, c'est pas quand, je prends la perche, c'est quand je me rends compte que ça fait une semaine que j'ai pas 90 de ma charge mentale qui est dédiée à: «Est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Tanana, tanani, tanana, tanana». C'était ça le premier soulagement. Et c'était aussi ça qui, quand au fur et à mesure des années, il y a eu des moments où j'aurais pu me dire: «OK, je sors», mais non, parce qu'à bout d'une semaine, en fait, la pulsion, elle revient sur l'alimentaire, et là, c'est la panique à bord. On préfère se droguer que grossir aussi. Moi, oui, Moi aussi. clairement. Mmh. Clairement, clairement. Et bon, je suis vraiment, très heureuse de voir que les choses évoluent, qu'on commence à Mmh. parler de toutes ces choses-là, et cetera. Mais, voilà, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas encore, Mmh. ça. Il y avait encore beaucoup, 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 beaucoup de pression. Elle est encore là dans l'inconscient Bien collectif, on va pas sûr. se mentir. Mais, oui, bien sûr. J'ai pris justement quelques citations, de ton livre. Le crack avait tenu ma spirale alimentaire en respect. D'abord, je trouve ça très beau, en respect. Ça fait on n'entend jamais cette phrase. Oui. Si j'ai arrêté la drogue pour devenir obèse, j'ai remplacé un problème par un autre. Ouais. La pulsion fonctionne comme des vases communicants, un trop-plein ici, un manque ailleurs. Donc le manque de nourriture disparaît avec le crack. Elle revient dès que tu arrêtes le crack. Qu'est-ce Mmh. que c'est le crack exactement? C'est de la cocaïne basée, Le c'est ça? crack, c'est de la cocaïne, basée, donc qui se présente sous forme de petits cailloux, des petits cailloux blancs, et qu'on fume. Et qu'est-ce que ça te dit de l'addiction justement, cette histoire de vase communicant? Bah, c'est un peu ce que tu disais au début, que c'est pas l'addiction à une substance en fait. Je vais utiliser ce que tu as, partagé au début, qui est un peu cette évolution de la définition de l'addiction. Là, intuitivement, la première chose qui me vient, c'est que cette histoire de vase communicant, dans mon modèle, actuel, on va dire, de compréhension, a un petit peu évolué. Et je dirais que, au-delà d'avoir juste bien sûr, une forme de déséquilibre, et c'est des choses qui sont très simples et très évidentes. Quelqu'un qui va, avoir un problème avec l'alcool, par exemple, et qui va, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, aller boire, du mardi au dimanche, et cetera. Souvent, c'est parce que cette personne-là, n'a pas envie de rentrer chez elle, ou c'est parce que cette personne-là a passé une journée de merde au boulot, ou c'est parce que cette personne-là s'ennuie, ou c'est parce que cette personne-là X, Y, Z. Donc, c'était un peu ça pour moi la base, de cette histoire de vase communicant, c'est de se dire, en fait: est-ce qu'on peut, observer la systémique globale de la vie d'une personne en prenant des catégories assez simples qui se retrouvent chez tout le monde? Donc ta vie intellectuelle, ta vie spirituelle, pardon, ta santé physique et mentale, ta vie sexuelle, ta carrière, ta finance, et déjà se dire: «OK, où est-ce que, l'alcool se situe par rapport à ça? Quelles sont les catégories qui sont tellement, anémiques, en fait, Mmh. qu'on veut même plus les regarder?» Donc ça, c'était un peu le début de ce point-là. Et aujourd'hui, quand j'apprends, en fait, aux gens, non pas la sobriété, ou en tout cas que je l'apprenne pas, mais que je leur apprends une forme de liberté, une renaissance dans leur souveraineté, une des premières choses que je leur dis, c'est: la personne qui ne boit pas, pourquoi elle boit pas? Qui elle est, en fait? Waouh! Et donc, au lieu de te dire: «Je veux enlever l'addiction et l'alcool pour devenir moi, ou pour redevenir moi», admettons, OK, il y a une version de toi quelque part qui boit pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans sa vie pour que, juste naturellement, elle boive pas? Bah, en fait, elle sort plus, elle voyage plus, elle est comblée, dans son plaisir, elle a un super taf, elle ceci. OK.
C'est comme si on essayait de mettre le faisceau lumineux, non pas vers l'endroit où ça brûle, donc l'addiction, mais vers l'endroit où ça dit «Hé, où Je c'est m'éclate, fini, tu moi. nous as oubliés là». Moi, je m'éclate, je sais pas où t'es, toi, mais moi, franchement, ma vie, je vis ma best life, quoi. Mais je veux trouver la version de moi qui boit pas et qui fait plein de trucs. Faut pas la trouver. On part pas à la chasse. On essaye de l'épier. On l'épie, en fait, à partir de là où on est, mais avec un peu d'espièglerie, avec un peu de curiosité, quoi. Stalking, quoi. Ouais, grave. Et on se dit, ok, mais en fait, mais du coup, parce que, ok, je veux arrêter de boire, mais pourquoi? Quand on veut arrêter de boire, c'est quoi? On le fait pour un payoff émotionnel. C'est quand on veut de l'argent. On veut pas avoir de l'argent, on veut la sensation d'être libre, on veut la fierté d'être indépendant. Donc, quand on dit, ok, je veux arrêter de boire, j'ai arrêté de prendre la drogue, je veux arrêter, mais pourquoi? Mis à part le fait que tu sois une bonne personne, parce que ça nourrit pas la motivation, tout de se dire qu'on est, voilà, que enfin nos parents sont plus inquiets ou que juste on est une bonne personne selon les trucs. Au début, ça tient un petit peu, mais sur le long terme, ça tient pas. Parce que tu le fais pas pour toi, en fait, tu le fais. Donc, en fait, c'est comme si tu travaillais sur plein de petites parties de toi qui sont des parties qui n'existent que par le biais du regard des autres. Toi, tu parles même pas de descente aux enfers en soi, hein. Surtout pas. Jamais, hein. Surtout pas parce que, sur un plan un peu plus si on prend un petit peu de hauteur, pourquoi est-ce que, même si c'en était une évidemment de descendre aux enfers, voulu, pas voulu, ça là n'est pas la question. Mais j'aimerais que tout le monde prenne conscience de la symbolique, de l'inconscient collectif. À chaque fois que quelqu'un se positionne en tant que victime ou est positionné en tant que victime dans son parcours d'addiction, ça inscrit dans l'inconscient collectif, pour nous, pour les générations à venir, qu'il n'y a qu'une manière de se sortir de l'addiction et c'est pas ce chemin de victime, de martyr, de repentance. Non, c'est faux en fait. C'est faux. Et c'est quelque chose que je vois qui fait énormément de mal. À quelle heure est-ce que travailler par la peur, la contrainte, la honte et la culpabilité, ça peut être mieux que travailler par l'amour, la bienveillance, la joie et l'extase? Il faut pas être docteur pour se dire que c'est con, quoi. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas ni le terme descente aux enfers, cauchemar. Non, on a trop de connaissances en neurosciences aujourd'hui pour savoir que même si c'est vrai, il faut pas le dire. Comme pour les narcotiques anonymes. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire de dire à quelqu'un que tous les jours, 2 fois par jour, il doit dire je suis malade à vie et je suis victime? Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il lisait un bouquin sur l'effet placebo. Pour moi, c'est aberrant en fait de faire les choses comme ça. Mais je respecte ce que ça peut apporter. Non, mais tu sais, c'est un questionnement qu'on a tous au sein de ces groupes. Il y a une fois par mois, minimum, rébellion. J'en ai marre de dire que je suis dépendante. Non, mais c'est vrai, hein. Et puis, et ça m'a jamais apporté du bon pour l'instant. Donc, à chaque fois Ça que je ne- me suis tu- rebellée contre ça. Comment est-ce que tu veux? On sait aujourd'hui que là où tu mets ton attention, il y a toute ton énergie qui va aller. Mais bien sûr. Donc à partir du moment où tous les jours tu réitères l'identité qui en plus n'est pas la tienne, qui est celle qu'un groupe de vieilles personnes ont décidé d'accoler sur l'addiction, donc en fait déjà toi tu sors de ta souveraineté et en plus tu vas répéter, tu vas t'entraîner à être la personne que eux ont décidé Arrête, que ce tu soir, étais. je consomme. Tu sais, non, mais avec elle, je le sais, c'est comme Macha. C'est le Non, genre de personnes qui te disent mais reprends ta souveraineté. mais c'est vraiment en amour en fait. C'est pas tant opposer le contrôle et la sobriété à la consommation. En fait, l'abstinence pour moi, elle est vraiment elle compte que quand elle arrive de l'ordre de l'évidence. Moi, l'endroit où j'essaye d'amener les gens, c'est à un sentiment, une sensation, donc déjà pas une pensée ou une manière d'être, Ouais, mais à une l'intérieur de soi. sensation d'évidence. Je veux pas que la personne elle se dise ah je peux plus jamais passer devant un bar, je peux plus jamais aller en soirée, je peux plus parce que si jamais il y a quelque chose, pas du tout. Je veux que ce soit un choix, Je suis mais un d'accord. choix comme ça de l'ordre de l'évidence. J'ai Alors c'est l'impression plus que compliqué. tu as aussi, toi, enfin moi, ce qui est marrant, c'est que je fais les réunions et en même temps, je fais les méditations de Joe Dispenza, mais quelque part, elles se rejoignent. C'est-à-dire que finalement, tu vas trouver quelque chose de plus grand que toi à qui demander de te libérer et Hmm. d'être juste libre. Ça revient un peu au même, hein, Tout se mélange. Et tout se c'est pour ça mélange. que, malgré ma véhémence, je suis, avocate et d'ailleurs, il y a plein de personnes que j'accompagne qui sont, aussi en parallèle, alors soit qui reviennent, on va dire, de 8-10 ans de NA ou qui y sont encore et moi, je les encourage à y aller parce qu'en fait, ça reste une manière d'expérimenter dans une autre manière et D'être en lien aussi. voilà, d'être en lien et aussi d'avoir des points de comparaison pour faire évoluer ton modèle de compréhension du truc. Donc j'ai vraiment pas de je pense que le sujet est tellement complexe que Mmh. plus tu peux prendre de trucs, Je suis d'accord avec toi. plus Je suis tu d'accord peux. avec toi parce que
L'effet placebo, pour avoir lu aussi Joe Dispenza et Deepak Chopra beaucoup, l'effet placebo, moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec cette idée de... Alors, je suis dépendant, je préfère que je suis alcoolique, mais bon. Déjà, Parce que dépendant, tout être humain est dépendant. On est dépendant à nos systèmes de pensée, à tout ce qu'on... enfin, on croit qu'on est libre, le fameux Spinoza. Voilà, nous croyons que nous sommes libres, mais nous ignorons les causes qui nous déterminent. Donc, nous sommes dépendants aux causes qui nous déterminent. Donc, nous ne sommes pas libres. Et c'est une réalité. Donc ça, au moins, j'ai l'impression juste d'épouser une réalité. Oui. Et après, il y a aussi des manières d'être à la vie. Il y a des personnes, je sais que mon approche ne résonne pas forcément avec tout le monde. Il y a des personnes qui sont motivées, par exemple, par la pression, par chacun est différent. Moi, je propose juste des manières, en tout cas, qui pour les personnes à qui ça fait écho, peuvent vraiment avoir un potentiel de transformation assez fort. Mais ce truc de dépendance, oui, bien sûr qu'on est dépendant. Quand tu te lèves le matin et que avant d'aller aux toilettes, avant de faire n'importe quoi, la première chose à laquelle tu penses, c'est d'aller consommer, évidemment que tu es dépendant d'une pensée, tu es dépendant d'un truc. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, est-ce qu'on veut en faire le fer de lance? Est-ce qu'on veut en faire le titre du podcast? C'est toujours ça, en fait, pour moi. Là, c'est pas tant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça fait du bien. C'est est-ce que c'est ça où tu veux mettre ton importance? Est-ce que c'est là que je veux mettre mon énergie? Moi, c'est la question que je me pose souvent, c'est vrai. Et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Contradiction, parce qu'on met sans cesse le revers de la médaille. Voilà. Oui. Si le bon, il y a le mal derrière. Et on se perd là-dedans. On se perd là-dedans. On se perd là-dedans parce que... Tu cherches l'unité, en fait, aussi. Et alors que non, en fait, c'est le vrai travail d'acceptation pour moi, il réside dans donner une place, la juste place, à chacune des parts qui te composent. Et est-ce que c'est en faire une unité, justement, ou pas? Je sais pas tant. J'ai un exemple, moi, qui m'avait vachement marqué dans mon travail personnel sur cette histoire de contradiction où donc je pensais, j'étais en train de travailler sur mon rapport à l'alimentation, etc. Et je me suis dit, mais attends, déjà, t'as grandi entre Ibiza, les années 90, où on mangeait pas, c'était interdit. Enfin, j'ai grandi, il n'y avait pas de pâtes, pas de pain, pas de sucre. Et ma grand-mère, juive, tunisienne, qui prépare des tables où s'il n'y en a pas trop, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc déjà, de base, la contradiction sur mon rapport à l'alimentation, elle est schizophrénique. D'un côté, ma grand-mère, c'est son langage de l'amour, c'est-à-dire que plus je mange, plus elle est heureuse que j'ai ingurgité son amour, concrètement. Et de l'autre côté, quand je rentre chez ma mère, plus j'ai mangé l'amour de ma grand-mère, et plus je suis non digne de l'amour de ma mère. J'ai exactement la même origine. Donc, en fait, la même dualité. Qu'est-ce que tu fais? En fait, est-ce que tu tues la mère pour aimer la grand-mère ou vice-versa? Il y a même pas d'unification de tout ça. C'est la morale judéo-chrétienne avec le grand bien, le mal, le ceci. Les deux. Tu regardes, tu les vois. En fait, c'est la distance, toi, que tu prônes. C'est-à-dire de te faire un pas de côté et de pouvoir observer. Pas dans une optique de se détacher émotionnellement. Des pieds, de prendre... Mais vraiment dans une curiosité pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre couche que j'ai pas encore vue? Est-ce qu'il n'y a pas une subtilité? Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme d'alchimie que j'ai pas encore perçu qui pourrait m'aider à mieux comprendre ou en tout cas à vraiment me dire ok, c'est évident que ça fonctionne comme ça, donc en fait je vais juste arrêter de me prendre la tête sur ce truc-là parce que maintenant j'ai vraiment compris le fin fond de l'alchimie de ces deux sujets-là de mon marasme mental. Donc il y a une autre voie aussi que ces deux-là peut-être. En les observant, tu peux te créer toi-même une troisième voie. Je pinaille un petit peu parce que c'est un truc un petit peu subtil. Oui, mais c'est important parce que je veux comprendre. J'essaie vraiment de le verbaliser. Si entre l'un et l'autre, parce que finalement il faut bien aller quelque part. En fait, il faut justement. Je pense que l'observation de ce type de comportement-là doit justement être dénuée d'un objectif et d'une sorte d'action à la fin du truc. Tu manges comment? C'est ça que je veux savoir. T'as ta grand-mère, t'as ta mère, toi tu manges comment? Si t'attends de cette observation-là qu'elle te donne la réponse à ton problème, alors tu te fermes à la grandeur de ce que ça peut t'apporter. Il s'agit de faire cette observation-là, non pas pour dénouer ton problème, non pas pour enfin trouver, mais pour réussir à avoir de l'empathie pour toi. La première étape, c'est là. De l'empathie. Si t'arrives à observer ton truc avec un mélange d'honnêteté, de courage et d'empathie, il faut les trois en même temps. Parce que si t'es juste honnête et que t'es pas gentil, bah du coup t'es méchant avec toi-même. Tu vois, si t'es honnête et empathique mais que t'as aucun courage, bah tu stagnes. Donc pour moi, c'est toujours, j'essaye de sortir et j'y étais beaucoup. C'est pour ça que je le dis. J'ai passé des années à me dire mais pourquoi, et comment, mais à me haïr. Et en fait, l'endroit où, sans faire exprès, j'ai trouvé une grâce qui ensuite s'est transformée en audace, qui en fait continue à
évolué au fur et à mesure de ces introspections-là, c'est cet endroit-là où je me suis dit, mais évidemment que t'es fucked up avec ton rapport à la nourriture. Ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment tu veux du coup rester dans cette dichotomie-là? Ou est-ce qu'on peut juste se dire, ok, j'ai vu ça, je vais juste laisser un petit peu reposer le truc, comme une blessure. Quand elle est en train de cicatriser, on va pas aller enlever le pansement tous les jours pour voir c'est bon, t'as cicatrisé. Ah, ça, c'est magnifique. C'est Christiane Singer qui dit quand on sème une graine, on va pas déterrer toutes les 2 secondes pour voir si elle pousse. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Et pour moi, encore une fois, ce que je trouve fascinant dans ce travail-là, c'est que c'est les choses les plus subtiles. C'est le 2% que tu vas faire à l'intérieur qui va avoir 90% de répercussions. C'est une loi de Pareto du développement personnel interne, quoi. Et c'est là qu'on se trompe. On se perd, en fait. À changer des choses extérieures, parce que c'est ça qu'on voit en premier, en fait. Ouais, ou même à essayer de réécrire les choses pour qu'elles fassent sens. Voilà, oui. Pour qu'elles soient logiques. Mais les choses ne sont pas logiques. Déjà, la plupart des souvenirs, il y a une certaine logique. Mais on essaye de créer une logique sur des souvenirs qu'on a qui sont déjà potentiellement même pas réels. On sait aujourd'hui que le cerveau réécrit une partie des choses comme ça l'arrange. On sait que selon notre état d'esprit, on va l'interpréter. Il n'y a pas surtout des répercussions des vies antérieures, des grands-mères. Bien sûr. Plus on ouvre, moins on tu veut te dis, savoir mais je vais pourquoi. arrêter d'essayer de moi trouver la réponse. Sérieux, comme si c'était le jour où ma mère m'avait dit non, t'as déjà pris un chocolat. Ça peut être ça. Oui, et je pense qu'il y a une forme d'humilité, moi, qui m'aide beaucoup quand je reste coincée mentalement sur ce genre de questionnement-là. Et c'est en fait de prendre, encore une fois, un méga pas de recul et te dire, mais attends, tu vis dans un système qui est incroyablement complexe. Tu as une pensée, avant même que ta pensée, elle émane, ton bras, il bouge pour prendre une tasse. Enfin, tu es capable de ressentir des émotions, tu écoutes de la musique, tu ressens une émotion qui est indescriptible parce qu'elle est à cheval entre toutes les émotions qu'on connaît. Il y a une nature, putain, il y a des fleurs, il y a des peupliers, il y a des... Est-ce que vraiment, moi, avec mon tout petit prisme de perception, je vais avoir aussi peut-être la vanité de me dire que je vais tout comprendre et que je vais pouvoir tout t'expliquer? Est-ce que, en fait, je ferais pas mieux peut-être de faire confiance à ce truc-là qui, quand même, a une sacrée mécanique qui potentiellement me dépasse? Mais est-ce que c'est pour la réparer? Est-ce que c'est pour la guérir, pour retrouver un status quo? Ou est-ce que c'est pour te dire, OK, et qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça? Bien sûr. C'est ça le mood qu'il faut ramener. Combattre l'ombre ne sert à rien. C'est épuisant. Juste laisse-la exister. Ouais. En général, quand une pièce fait sombre aussi, tu ouvres les rideaux, d'un coup la lumière rentre, ça a l'air tout con, mais c'est vrai que plus tu fais rentrer de lumière, moins il y a d'ombre quand même. Elles sont là. Oui. Mais bon. J'aime beaucoup quand tu dis que, je l'ai dit dans l'introduction de ton TEDx, qu'on serait plus addict, moins à la chose qu'à la relation qu'on entretient avec elle. Et comment tu arrives justement à faire sortir les gens justement de leur malhonnêteté, mais inconsciente, de poser la question, sommes-nous tous addicts? Tu dis, allez, c'est parti, on est chez Carilla, tout le monde est addict. Et en fait, en t'expliquant, en parlant comme tu parles là, les gens, non seulement au début, ils disent comme ça, est-ce que vous pensez être addict? Et non seulement ils sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils le sont, mais ils le disent avec véhémence. C'est-à-dire qu'on se sent qu'ils ont envie de dire, mais ouais, merde, putain, je suis addict et je t'emmerde. Donc, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de répondre oui? Alors, cette question-là, elle a une réponse différente par rapport à l'endroit où on se situe dans la rencontre avec le produit, avec le comportement. Ce truc-là, pour moi, il est pertinent pour remettre un peu l'église au centre du village et, encore une fois, trouver de l'empathie pour soi, pour se dire, OK, pourquoi j'ai commencé? Parce que quand on commence à vouloir sortir d'un passif addictif, on est dans une phase de dégoût et on va avoir tendance à diaboliser. Donc, on rentre dans tout un truc où, en fait, on est quand même en train de mettre des grands coups de pioche dans une partie de nous-mêmes qui a été très, très contente dans sa relation avec l'alcool, par exemple, de découvrir la joie de vivre, de découvrir la légèreté, de découvrir d'être à l'aise avec son corps dans un rapport sexuel, par exemple. Il y a tout le temps un début. Et c'est pas c'est une lune de miel qui, pour moi, dépasse l'impact physiologique et chimique du produit. Et c'est en ça que je parle vraiment de la relation. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes où la cocaïne, c'est leur produit de prédilection? Pourquoi d'autres, c'est le joint? Pourquoi, au lieu de se dire, OK, j'ai aimé ce produit-là, il m'a apporté que des emmerdes? C'est pas vrai. C'est pas vrai. On le sait maintenant que c'était une solution pendant longtemps quand même. Ça nous a beaucoup aidé. En fait, il n'y a pas de... Encore une fois, on n'a pas besoin de trancher.
On n'a pas besoin de dire non mais c'était mal, c'était bien, c'était comme c'était. Et un jour c'était bien et un jour la coca était moins bonne donc c'était nul. Et un jour je me suis engueulée avec quelqu'un. Il y a eu tout un tas de choses dans le spectre. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on perd le temps à vraiment vouloir. Ah, c'était pas bien, c'était tout un tas de choses. Et plus vite on s'offre aussi de la validation là-dedans et plus vite on peut avancer. En coaching, une des étapes qui est tout le temps trop belle pour moi, c'est quand au bout de quelques séances, on commence un peu à déblayer ce truc-là, et la personne me dit, mais en fait, moi, j'ai adoré me défoncer pendant 10 ans. Moi, j'adore boire un verre de vin le soir quand je rentre. Alors oui, aujourd'hui, je bois plus un verre, je bois une bouteille, mais j'ai adoré ça. Ça m'a permis d'être libre, j'ai vécu. Ok, ça veut pas dire que ça enlève le fait que tu veux arrêter. Ça veut pas dire que... Ouais. Tu vois, en fait, les choses ne sont pas contractuelles. C'est pas parce que tu dis une chose que ça met en cause Bien l'autre. sûr. C'est... J'ai l'impression qu'en diabolisant, on veut aussi ce fameux s'auto-persuader que c'était horrible et qu'on veut en sortir, quoi. Ouais, mais les cellules de ton corps, elles sont Elles savent. précognitivement en train de t'observer tout le temps. Donc, en fait... toi, t'es là genre, oui, non, c'est mal à l'intérieur. Elle dit, t'inquiète, elle rigole. On sait très bien qu'elle adore se défoncer, tu vois. Donc, ça marche pas, en fait. C'est pour ça que moi, je passe par cet endroit-là. Parce qu'au moins, une fois que tu le dis, c'est bon, c'est posé. Et du coup, tu te dis, OK, bon, bah, j'aime ça, mais j'ai envie d'arrêter. Parce que c'est ça le vrai truc, en général. C'est assez rare quand je propose de faire un deuxième épisode et quand je me suis pas rendu compte du flow, c'est-à-dire que c'est merveilleux, c'est ce qui fait qu'on est heureux, mais parfois très heureux même, en extase pendant une Oui. interview. On n'a pas vu le temps passer. Et moi, j'ai envie qu'on garde cet épisode tel qu'il est et qu'on puisse avoir autant de temps pour discuter de cette zone grise, en fait, dont tu parles. Il existe une zone grise entre sevrage total et consommation ponctuelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'addicts et de proches d'addicts qui ont envie de comprendre aussi ça. Oui, Je te propose de revenir la semaine prochaine. avec grand plaisir. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.